Bonjour chers auditeurs et bienvenue à ce 5e épisode de Anime no Kurasu. Ici Baptiste Singleton avec mes deux collègues, Eggs Salut à tous. et Shea. Bonjour tout le monde. Alors, depuis la dernière fois, rien de particulièrement nouveau, à part que nous sommes maintenant aussi sur Google Podcast, gracieuseté de Eggs. Oh, j'ai pas fait grand chose, j'ai juste trouvé comment ça fonctionne, mais Ouais, par ça. il fallait quand même, Mon il fallait harcèlement journalier. quand même le faire. Mais ouais, donc rien de bien particulier à vous dire. On va pouvoir commencer tout de suite avec l'épisode de cette semaine, mois, de quand on peut enregistrer. Et c'est au tour de Bat Singleton de nous parler de son anime. Alors oui, aujourd'hui, comme on vous a dit au dernier épisode, on va vous parler de Shinsekai Yori et on va absolument tout vous spoiler et que vous aimez ou que vous aimez pas. C'est mon opinion qu'il s'agit d'un anime que vous devez regarder sans absolument rien savoir de ce qui va se passer. Donc, si vous voulez pas de spoilers, arrêtez maintenant, allez le regarder et revenez plus tard. Donc, Shinsekai Yori est un anime de science-fiction qui se passe 1000 ans dans le futur, après notre ère, où les humains ont développé des pouvoirs psychokinétiques, ils ont fait la guerre et sont presque autodétruits. Certains groupes ont réussi à partir d'une société pastorale, bien joyeuse, bien tranquille, tout va bien, ou pas vraiment. Shinsekai Yori suit l'histoire de 5, ou plutôt 6, ou plutôt 2 jeunes qui vont découvrir l'histoire cachée de leur société, l'histoire du monde que la plupart ne connaissent pas, et découvrir toutes les horreurs que l'humanité a accomplies depuis ce temps-là. Donc, nous passons sur la présentation des personnages. Je vais d'abord vous dire les noms des 5 personnages principaux, car lors de leur explication, ça va être un peu plus facile de retracer un peu tout de suite qui est qui. Donc, on a Saki Watanabe, Satoru Asahina, Shun Aonuma, Maria Akizuki et Mamoru Ito. Donc eux, c'est 5 enfants au début de l'animé, qu'on voit un peu partout. Donc Saki, c'est la personnage vraiment principale. En fait, c'est elle qui narre un peu l'histoire. En fait, souvent, au début de chaque épisode ou pendant l'épisode, on entend une voix de personnage féminin qui parle, une voix adulte. En fait, c'est la voix de Saki Watanabe. Donc l'histoire est pas mal un peu centrée quand même sur elle. Donc c'est une fille. Elle est quand même assez intelligente. C'est la meilleure amie de Maria et Satoru. Et au fur et à mesure de l'anime, on voit qu'elle développe des sentiments pour Shun. Donc ensuite, on a Satoru Asahina. C'est le petit-fils de la chef du conseil de l'éthique du village. Il est aussi le meilleur ami de Shun, de Saki et Maria. Il adore embêter Saki, même si malgré ça, il reste quand même un très bon élève et un très bon ami. Donc ensuite, on a Shun, donc le personnage dont Saki est amoureuse. Il est très très doué avec les dons psychiques. Donc en gros, Shun, c'est quand même le plus doué de la bande. On voit en fait dans le regard des adultes que c'est celui qui est le plus prometteur de la bande. Ensuite, donc on a Maria, c'est la deuxième fille du groupe. Elle est tout aussi intelligente que les autres, même si elle est un petit peu moins bonne que Shun pour la pour les dons psychiques, pardon. Donc elle est la meilleure amie de Saki et Satoru. Et elle a des petits sentiments, on pense à l'égard de Mamoru. Et enfin, on a donc Mamoru, le dernier, c'est un jeune garçon, il est super timide et il est amoureux de Maria. Au niveau des dons, lui, il est pas très très puissant, même si pour lui, ça se caractérise plutôt avec la force physique plus que psychique au final. Et ensuite, je vais juste parler de 3 autres personnages, je pense, qui sont les plus importants. Donc je vais parler de Tomiko Asahina, donc c'est la fameuse grand-mère de Satoru qui est chef du conseil de l'éthique. C'est un personnage quand même mystérieux.
Et on découvre en fait dans la suite de l'animé qu'elle a genre 267 ans, quelque chose comme ça. Donc en fait, c'est comme le cerveau un peu du village et c'est elle qui connaît pas mal un peu l'histoire qui est arrivée au début de leur civilisation à eux. Ensuite, dans l'animé, il y a des espèces de rats monstres. Ils les appellent les Bakenezumi en japonais. C'est un peu comme, comme le nom français dit, les rats monstres, c'est des espèces de rats un peu difformes. Donc on a le premier qu'on voit, c'est Yakomaru. En français, il l'appelle porcinet, je crois. Donc c'est un peu bizarre. C'est ce qui m'a fait bien bref. marrer quand on connaît la suite de l'histoire. Ouais, quand même. Mais sur le coup, j'étais comme, ok, porcinet, cochon, par rapport. Par Enfin, rapport au moment où il est sur le grill ou... En anglais, c'est squealer, le bruit que le porc fait. sauf que nous, on pouvait pas l'appeler Greek, tu vois. Donc ils ont décidé de l'appeler porcinet. Donc en japonais, Yakomaru. Et je voulais présenter aussi Kinomaru, qui est un autre Bakenezumi, qui lui appartient à un autre clan. Donc pour moi, c'est les personnages vraiment qui sont importants à retenir pour cette présentation de notre podcast. Puis à la suite des personnages que Shea a introduits, il y a certains concepts qui sont aussi importants dans ce monde-là, tels que ce qu'on a, comme j'ai mentionné, les pouvoirs psychokinétiques, sont souvent appelés le pouvoir ou le cantus, dépendamment de la traduction. Les humains ont développé des pouvoirs psychiques qui leur permettent de modifier la matière, prendre des choses en feu. C'est même mentionné que l'humanité est capable de faire de la fusion nucléaire pour faire de l'énergie, s'ils sont assez avancés dans leur pouvoir. Une autre chose qui est importante de savoir, on a mentionné que les humains se sont battus, ont presque amené l'apocalypse avec leur pouvoir. Les humains qui ont fondé la société pastorale, entre guillemets, ont introduit deux mécanismes, qui est l'inhibition d'attaque et le feedback de mort. Dans le fond, l'inhibition d'attaque, c'est quelque chose qu'on retrouve entre autres chez les loups, qui fait que les membres d'une même race hésitent à s'attaquer, ne veulent pas. Ils font tout pour éviter ça. Et le feedback de mort, c'est au cas que l'inhibition d'attaque ne fasse pas effet. C'est un mécanisme qui est implémenté par lavage de cerveau qui fait que le cantus d'une personne cause l'arrêt des fonctions vitales si il y a un meurtre qui se produit, si quelqu'un tue quelqu'un d'autre. Maintenant, pour parler des ogres et des démons karmiques. Les ogres, c'est des personnes dont il y a une mutation soudaine, quelque chose qui s'est passé qui empêche autant l'inhibition d'attaque que le feedback de mort de se produire. Les démons karmiques, c'est légèrement différent. C'est ceux dont ils n'arrivent pas à contrôler leur pouvoir et qui finissent par réduire à dégénérescence tout leur environnement, à détruire les lois de la physique et tout ce qui les entoure, quitte à faire muter même les choses vivantes. Juste aussi pour étirer sur le concept des rats monstres, ce sont un autre peuple qui sont intelligents, sont capables de parler, quoique la plupart ne parlent pas japonais, qui sont, selon les textes officiels, dérivés des rats taupes, et donc ils sont un peu intelligents et servent les humains qui ont maintenant des pouvoirs psychiques. Et avec tout ça, on a déjà commencé un peu à spoiler. On l'avait dit. Prévenu à moi. Question technique, donc Shinsekai Yori est une adaptation d'un roman du même nom par Kishi Yusuke, plutôt pas mal primé, qui a gagné plusieurs prix en 2008, donc c'est quand même assez récent. L'adaptation a été faite rapidement derrière au final, parce que l'adaptation est de 2012, si je me trompe pas. Oui, C'est ça, automne-hiver 2012-2013. En 25 épisodes, des productions d'Aniplex, TV Asahi et Pony Canyon. Il existe aussi une adaptation manga que Bad Singleton ne nous recommande pas spécialement pour l'avoir lu. En fait, je l'éviterai totalement. Ok, totalement. Bah vas-y, dis pourquoi. Oui, en fait, j'ai à peine lu les 3 premiers chapitres. C'est bourré d'etchi totalement non nécessaires. Les costumes des personnages féminins sont littéralement des crop tops au ras des boules. Et il y a plusieurs, en tout cas, dans les 3 premiers chapitres que j'ai vus, il y a beaucoup de trucs qui avaient l'air modifiés au niveau de l'histoire et de la trame narrative. Le seul bon point que j'ai trouvé personnellement, c'est que les monstres étaient effectivement monstrueux.
Genre, vraiment dégueulasse. Surtout pour Sidney. Oh non, tous. Lui, il me donnait quand même plus de dégoût que les autres. Peut-être parce qu'il est malaisant. Il l'est. Passé ça, on n'a pas d'opening. Je trouve que je l'ai trouvé assez rare pour une série. Mais un ending, 2 endings même. Le premier de Waleta Lingo sur les épisodes 1 à 16. Et ensuite de Risa Taneda, la voice actress de Saki, les épisodes 17 à 26. Donc le studio qui s'est occupé de ça, c'est le A1 Picture, qui ont fait un peu de tout. Ils ont fait quelques grosses séries, enfin quelques séries longues, en particulier Fairy Tail, mais sont peut-être plus connus pour leurs séries courtes, des adaptations, accessoirement de visual novel, avec le très connu Sword Art Online. Je crois que Aldnoah Zero en est un aussi, mais ça je suis plus sûr. C'est peut-être une erreur de ma part à vérifier. 86, très récemment, qui est encore en cours de diffusion si je ne me trompe pas. Maggie, que j'ai beaucoup aimé, qui malheureusement ne fait qu'une toute petite partie de toute l'histoire. Quand même un studio avec quelques belles références, quelques animes qui sont plutôt reconnus. Pas forcément le top du top graphique, mais je pense que Sword Art Online a plutôt une bonne cote. C'est bien la seule chose qu'ils ont. 86 en tout cas m'avait pas déplu niveau graphique. Même Maggie, Maggie, moi j'ai trouvé ça vraiment beau à regarder là. Oui. L'avantage c'est qu'il se basait sur la DA de l'autrice qui est déjà magnifique de base. Donc je pense que ça aide pas mal. Mais 86 a une bonne DA, aussi dans la joie et la bonne humeur. Ils font beaucoup de choses joyeuses. Hein. Bref, à la direction, on a Ishihama Masashi, connu entre autres pour Kamichu. Si vous ne connaissez pas, ça vous fera du bien d'aller voir Kamichu après avoir regardé Shinsekai Yori, une histoire de jeune fille qui devient la déesse de sa ville, assez drôle. Elle a travaillé aussi sur The Girl Who Leaped Through Time, Mamoru Osada. Ça, de toute façon, je vous conseille d'aller voir tout ce qui sort de chez Mamoru Osada. Sinon, Oriyama, Erased, Grand Blue Fantasy. Bah dis donc, oui. Grand Blue Fantasy. Ça cartonne toujours au Japon, Grand Blue Fantasy? Excellente question. En tout cas, ici, les cosplayers sont vraiment contents. Ah ouais, bon bah Mais, écoute. Si les cosplayers sont contents, c'est déjà ça. Parce qu'ici, ça marche beaucoup. Hein. J'ai vu beaucoup de gens qui vont en faire, donc j'imagine que si ça marche ici, c'est que ça doit encore cartonner là-bas. Là. Puis je regarde une chaîne YouTube, là, c'est toutes les pubs de télé qui sortent au Japon, là. La grosse Kiko. Et il y a quand même du Grand Blue Fantasy de temps en temps, fait que je sais pas si ça cartonne, mais en tout cas, c'est encore d'actualité, là. C'est toujours actif. Au caractère design, pour les designs originaux, c'est Yori, Y-O-R-I, qui sont en fait c'est les designs des bouquins, c'est ça Ouais, les couvertures des romans. Et pour l'animé, Kubota Chikashi, pardon, qui a bossé sur le malheureux FLCL Progressive. C'était le moins pire des deux. Corpse Princess, One Piece de Baron Omatsuri and the Secret Island, le 6e film, et One Punch Man. C'est plutôt quelqu'un qui s'occupe de design. C'est pas forcément quelqu'un qui fait des designs nouveaux, c'est quelqu'un qui se base beaucoup sur les travaux, qui fait des adaptations pour les animes, j'ai l'impression. À la direction artistique, Yamane Sao, Place Further Than the Universe. Allez écouter notre épisode 2, je me trompe pas? Oui. Et Space Brother. Très bon manga, très bon animé sur l'espace, entre autres, et tout ce qui s'y rapproche. Background Heart sur Eureka 7. Allez voir Eureka 7. Rider Wave, très sympathique aussi. Zut, c'est qui déjà Rider Wave? Yuasa. C'est Yuasa, voilà. J'allais dire c'est la personne dont je vais proposer l'anime à la fin à la fin de l'épisode. Film qui a été d'ailleurs diffusé à Fantasia il y a 3 ans de ça maintenant. Je sais plus, avec le Covid, je perds mes repères. Qu'est-ce que On c'est est encore en 2020. pour nos Fantasia, le auditeurs. festival du film fantastique de Montréal. Merci. Un très bon festival de films qui, entre autres, passe des animes quand ils en ont l'occasion et qui ont plutôt une bonne sélection en général. Mais qui a pris un petit coup dans l'aile avec le Covid, malheureusement. À la musique, Komori Shigeo Keon, anime de musique, High School Fleet et Kuma 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 Beer. Disponible depuis peu sur Crunchyroll parce que tiens l'instant promo pour Crunchy qui ont récupéré tout le catalogue de Funimation et Wakanim et donc qui ont entre autres récupéré Kuma 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 Beer.
Sûrement High School Fleet aussi, alors vu que c'était aussi chez Wakanim. Il y a tout maintenant. Non, peut-être que tout n'est pas encore arrivé, mais tout arrive au fur et à mesure. Pour les seiyuu, alors c'est un peu particulier pour les seiyuu parce que pour certains personnages, on en a plusieurs. Parce que, comme on a pu l'expliquer, ou si vous ne l'avez pas forcément compris, l'anime va se dérouler sur plusieurs périodes. Et étant donné que les personnages vont grandir, et ben, ils ont fait changer leur voix au fur et à mesure. Alors je pensais qu'en général, dans ces cas-là, ils s'arrangeaient pour garder les mêmes tout au long. Ils faisaient juste évoluer les voix. Mais bah, là, pour le coup, il y a eu différents seiyuu qui s'en sont occupés. Il semblerait que c'est quelque chose qui est assez courant pour les garçons. Souvent, ça va être des femmes qui vont faire les voix des garçons quand ils sont enfants, et ça va être des hommes un coup qui vont avoir grandi. Ça fait du sens. Pour Saki, la voix qu'on va entendre directement, qui va être en fait la narratrice de l'histoire, est Aya Endo, qui est donc la narratrice et la version adulte. Et pour la version jeune, on aura Risa Taneda. Aya Endo fait juste Saki à 36 ans, et Risa Taneda fait tout le reste. Tout le reste, ouais. Ok. Et donc, pour Risa Taneda, on l'a pu la voir. Oui, ça fait plus de sens que ça soit une voix jeune qui fasse un personnage dans Lucky Star. Donc, Risa Taneda, qu'on a pu entendre dans Lucky Star en étant Takara Muyuki. Cheryl Gnome dans Macross F. Je suis un gros fan de Macross, mais j'aurais forcément un petit peu de mal à défendre tous les choix. Hein. Macross, regardez, allez voir, mais à vos risques et périls. Sasako dans Shirokuma Café. Ou Silky dans Ancient Magnus Bride. Pour Satoru, à 12 ans, on a Tojo Kanako qui fait accessoirement Kalin dans Naruto Shippuden. Et Kaji Yuki pour la version plus âgée, entre 14 et 26, pour le coup, pas juste la version adulte, qui, entre autres, a fait Alibaba Saluja dans Magi, Ellen Yeager dans Shingeki no Kyojin, hein, lui il est connu, Kozume Kema dans IQ, pardon. On n'écorche pas IQ. Dans Seven Deadly Sins, il a un beau pédigré, hein. Il a fait quelques-unes des séries qui cartonnent du moment. Marlia, on a Anazawa Kana qui a pu être Sengoku Nakedo, pardon. Nadeshiko. Sengoku. Non, excuse, c'est Nadeko, t'as raison, excuse. Sengoku Nadeko dans la série des Monogatari. Tachibana Kaede dans Angel Beat. Shiro dans Deadman Wonderland. Alors, allez voir, lisez Deadman Wonderland. Je sais pas si l'anime est bonne de Deadman Wonderland, je l'ai pas regardé. Mais en tout cas, pour l'avoir regardé, j'ai droppé parce que le pacing était plutôt étrange. En tout cas, lisez-le. Kawamoto Hinata dans Sangatsu no Lion ou Kanloji Mitsuri dans Kimetsu no Yaiba. Aonuma Shun, pour le jeune, on a Todo Mai, donc une femme pour le coup. Oui. Qui n'a fait que des petits rôles pas forcément très connus. Et pour plus de 14 ans, Melase Ayumu, qui est Hinata Shoyo dans IQ. Est-ce que je l'ai bien dit? Merci. Alan Walker dans Dig Rayman, la série qui ne finira jamais, enfin ça finira sûrement avant Hunter qui est déjà pas mal. Asuka Ryo dans Devilman Crybaby, on en reparle jamais. Suzuki Iruma dans Mairi Mashita Iruma-kun, pareil, le truc que j'aime bien du moment, très très agréable. Prochaine saison, je crois, à vérifier. Je sais qu'il y a déjà eu la deuxième, j'espère qu'il y aura la troisième. Faudrait que je revoie. Et Ninomiya Ryui dans Gatchaman Crowd, la saison. Comment qualifier la suite de Gatchaman? Ça a tellement rien à voir avec Gatchaman à la base, mais Gatchaman Crowd, un peu un ovni, très sympathique. Rien à voir avec la première saison de Gatchaman, aussi connue en France sous le nom La Bataille des Planètes. Non, ça vous parle pas. C'est un truc de vieux, ça aussi. On est tous des jeunes. Non, malheureusement, je ne le suis plus. Mon grand âge. Ito Mamaru, on a donc Haruka Kudo qui fait le jeune, et qui fera en fait que le jeune. On en parlera plus tard. Qui a fait Hanamoto Agumi dans One and Clover et Ikawa Sayo dans la franchise Bang Dream. Grosse franchise. Bang Dream, plein de jeux, plein de trucs. Des animes aussi. Il y a 2 animes à date. Je pense qu'il y en a même 3 parce que je pense qu'il y a un anime avec des gars. Ah bon, on n'arrête pas le progrès. Et Motoki Tagaki, j'ai confondu, donc oui, retirez le commentaire que j'ai pu faire avant. Motoki Tagaki pour le Mamoru de 14 ans et plus, qui fait Raki dans Claymore, et Aso Renji
dans Elf, A Tale of Memory. Je sais plus comment ça se prononce exactement. On dit Elf? Je connais pas. Elf. On va dire que oui. Squiller, Yokomaru aussi, qui a beaucoup de rôles pour un mec qui a joué un rat. Donc Namikawa Daisuke qui joue Tanaka Yukio dans Beck, Okajima Lokuro dans Black Lagoon, Oikawa Toru dans IQ. Il a encore failli Il rater. y a tout le cast d'IQ qui est passé. Alima Kisho dans Tokyo Ghoul. Et Lindell dans Enchant Magus Bride. Et oui, donc on retrouve quelques trucs. Ah bah oui, Gilbert Bougainvilléa dans Violet Evergarden. Et Ishikawa 13 Goemon dans Lupin the Third. Ça, ce n'est pas oublié. Dans lequel de Lupin the Third? Dans tous? Non. Oui, c'est un rôle récurrent. Oui, c'est un rôle récurrent, mais c'est lui qui fait depuis le début dans Lupin the Third. Faudrait aller vérifier. J'ai pas la réponse pour le coup. Parce que Ishikawa Goemon, ouais, c'est le perso existe depuis, mon dieu, tellement longtemps. Oh non, Donc c'est pas le seul. Ah oui. Et donc avec ça, on a fait le tour des principaux acteurs. On va pouvoir commencer à parler un peu plus de ce qu'on en a pensé. Donc, qu'en avez-vous pensé? Je vais commencer. Je suis l'avis mitigé, moi. Genre, je sais pas si j'ai aimé ou pas. Comme, je sais que toi, Bad Singleton, t'as aimé ça, mais plus pour la nostalgie, parce que tu connaissais déjà, finalement. Que Eggs, lui, c'est l'inverse de moi, il a pas du tout accroché. Mais là, faut que tu dises quelque chose. Confirme ce que je dis. Tu laisses continuer, je te laisse appuyer ton point de vue, je développerai après. Mais Vas-y, développe. Donc voilà. Moi en fait, je pense que j'ai quand même aimé le principe du fait que c'est un peu mystérieux, qui nous donne pas toutes les informations tout de suite et qu'on sait un peu vers le milieu, on commence à comprendre un peu ce qui se passe, mettons. Mais j'ai eu du mal avec le fait que des fois c'est un peu trop mystérieux, dans le sens que je comprenais plus rien du tout. Comme à tous les épisodes, j'étais là, hey, pas de signe de ton, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe là? Je comprends pas. Genre, fallait que j'envoie des messages pour comprendre qu'est-ce qui se passait, puis finalement, l'explication, je l'avais, c'est juste que dans ma tête, ça fitait pas. Donc, je vais laisser les autres développer leur point de vue, puis on parlera ensuite, parce que je veux pas tout déballer d'un coup. Donc, je vais laisser les autres s'exprimer. moi, mon ressenti par rapport à Shinsekai Iori, c'est surtout un peu un gâchis. Alors, j'ai pas lu le bouquin. Je sais pas du tout comment ça se passe. On en a parlé un petit peu avec Bad Singleton qui nous a fait des retours dessus. Mais j'ai principalement l'impression que c'est un lore extrêmement développé qui n'a pas été retranscrit correctement dans l'anime pour plein de raisons. En partie la réa qui oscille entre le très sympa par moment au catastrophique plus régulièrement, et des problèmes de rythme et de manière de raconter les développements des personnages et les développements de l'intrigue. Peut-être qu'on va pas forcément partir là-dessus tout de suite. Je vais laisser Bad Singleton lancer un peu les sujets comme il en a envie. C'est son choix. Mais ouais, donc pour moi, c'est quelque chose qui a un coup d'épée dans l'eau.
ça aurait pu être assez génial. Il y a plein de choses qui me font dire que c'est très intéressant, mais j'ai pas jamais réussi à accrocher. En fait, moi je pense que c'est quelque chose qui a mal vieilli en fait. Tu m'aurais donné ça il y a quoi, 10 ans? Je pense que j'aurais peut-être plus accroché parce qu'il y avait un peu moins, j'avais un peu moins de, comment expliquer ça? J'avais moins de background. Et ce qui me permet justement d'amener mon point. J'avais dit que c'était un de mes classiques. Je vais te remettre, c'est mon premier rewatch de cet anime-là. C'est aussi un des 10 premiers animes que j'ai vus. Ça m'avait fichera remarqué parce que quand j'ai commencé à écouter des animes, pour moi les animes c'était Cute Girls Doing Cute Things. Et ça m'a montré totalement le contraire, l'inverse. Et je suis d'accord avec le fait que ça a mal vieilli. C'est par moments particulièrement cryptique. Il y a plusieurs choses dont on comprend uniquement si on lit le livre ou si on regarde une deuxième fois et on arrive à faire des liens. Du genre Saki qui, au 3e épisode, en narration, on dit si seulement Maria était morte à la naissance, tant de tragédies auraient pu être évitées. Je pense pas que c'est raisonnable de dire que 15 épisodes plus tard, donc 15 semaines, on s'en rappelle toujours. Pour revenir sur le commentaire de Eggs, c'est une adaptation plutôt fidèle au livre. Il y a effectivement quelques points qui ont été omis, qui auraient pu ne pas. Ça aurait beaucoup aidé à la compréhension. Il aurait pu aussi prendre plus de liberté avec l'adaptation, je crois. Alors, fidèle, j'en doute pas. Oui, je ne dis certainement pas que c'est une bonne chose. Le livre se lit très bien comme tel, mais dans l'anime, ça cause des problèmes de pacing. Je pense que c'est justement le fait d'avoir voulu rester trop fidèle qui crée des problèmes de rythme. J'ai particulièrement en tête la mise en scène avec les coupures d'épisodes qui me semblent complètement aberrantes entre l'épisode 11 et l'épisode 12, le moment relativement au milieu de l'animé, la deuxième période. Dans la fin de la première ou la deuxième ? On est dans la deuxième. Quand Saki va se faire interroger par le comité d'éthique, où on arrive à un moment où on sent une grosse pression parce qu'on nous a fait comprendre que le comité d'éthique c'est pas n'importe quoi, c'est un petit peu des gens qui ont le droit de vie et de mort sur les personnes dans le village qui décident de comment les choses vont se passer. Et Saki va donc aller se faire interroger. On espère, on va avoir beaucoup de révélations, et on va avoir d'ailleurs beaucoup de révélations par la suite, mais la coupure de l'épisode, c'est Saki qui marche dans un couloir, pas de musique, rien, et on n'a même pas de rentrée dans la salle de confrontation au départ avec les personnages. On est censé avoir une montée en pression, mais qui s'effondre. Est-ce que c'est quand elle va rencontrer en fait la grand-mère pour la première fois? C'est ça, c'est la première fois. Oui. Et donc moi je sais pas, enfin je suis pas réalisateur quoi que ce soit, mais on se dit il faut quelque chose, il faut une petite musique, on la voit rentrer dans la pièce, on la voit confronter à un nouveau personnage, on va se demander quels vont être les enjeux. Non, ça s'arrête, je marche dans un couloir. La musique, hein, parlons-en. Dans l'épisode là où ils se mettent à courir dans la forêt parce qu'ils sont en train de fuir quelque chose, puis la musique derrière, genre elle me donne juste envie de rigoler. C'est censé être un truc super sérieux, là, quelque chose arrive, c'est stressant et tout. Et la musique casse tout le suspense des trucs. C'est quel épisode? Je pense que c'est un des premiers. 5-6? Ouais, un truc comme ça. J'étais comme, ok, dommage. Et pourtant, le thème principal, qui va malheureusement être réutilisé à fond, vraiment, là pour le coup, il y a zéro variation dessus, est vraiment très sympa. Je trouve qu'il a une ambiance, il dépeint bien l'ambiance de la série, mais c'est un peu le seul thème qui reste et qu'on entend tout le temps. Ils avaient pas de budget. J'ai tendance à abonder dans ce sens-là. J'ai été écouter la trame sonore juste pour le fun de. C'est un album d'environ 41 minutes pour 25 épisodes. C'est assez minimaliste. J'ai déjà... Si on... Comparatif, Tower of God, Kevin Penkin nous a sorti, je pense, l'équivalent d'un double album pour un 12 épisodes. Il y a beaucoup de silence, c'est pas forcément un mal. Non. Mais il y a la musique... est un peu manquante parfois. Je suis vraiment passé un peu à côté de ces trucs-là. Et donc ça fait partie des choses qui m'ont un peu coupé dans mon élan, c'est que... tous les effets de pression, de quoi que ce soit, pour moi, tombent à l'eau. Sans compter, en plus, ça prend un parti pris assez particulier au final, le spectateur
en connaît plus sur ce qui se passe que les héros qu'on va suivre. Parce qu'on comprend en fait assez vite ce qui se passe. Dans la première ère, beaucoup d'explications sont données quand ils vont retrouver le livre, le Miyoshin, c'est ça Minoshiro, qui donne des explications. On sait que par la suite, on comprend par la suite qu'ils vont se faire brainwash et oublier certaines choses. Mais au final, on est souvent en avance par rapport au personnage qui va rechercher des réponses qu'il a perdues ou des choses qui ont disparu. Mais ça a jamais réussi à me tenir en haleine au final. En particulier parce que ces phases de recherche sont souvent très longues. Tout le moment où ils vont partir à la recherche des deux qui se sont enfuis, où ils vont faire du ski dans la neige, je trouvais ça vraiment très très long et ça m'a coupé. Moi, je suis pas mal d'accord avec toi là-dessus. J'ai pas eu l'impression que ça apportait quelque chose en fait de les voir faire ça. Surtout que l'animation des skis, j'ai trouvé qu'elle était un peu bizarre en plus de ça, fait que j'étais comme ok, ça finit quand? Ils utilisent leur pouvoir en fait pour flotter sur la neige et skier. Mais ça j'avais compris, mais je sais pas, ça me mettait pas très à l'aise. J'étais pas en paix avec moi-même quand je regardais ça. Bah, malheureusement, il y a plein de choix de réa qui cassent un peu le truc. Quand ils partent à la recherche de Shun, je me souviens pour en avoir parlé, je vous en avais parlé à ce moment-là, où on les voit, ils sont censés être sur le sol en train de marcher, et le décor, le fond, c'est un papier peint. Ils sont censés être dans la forêt, et en fait, il n'y a pas de relief, il n'y a rien. Je vais prendre la défense ardente de ça, qui est justement dû au fait que Shun devient un démon karmique. La réalité se brise, puis on veut nous faire sentir weird. Tout est bizarre, tout est pas correct entre guillemets, la réalité se casse, il va y avoir du gel au sol, de la neige dans les arbres, puis d'un coup ça fond. C'est, selon moi, la réalité se casse au point de casser les cellulos, je trouve ça un peu exagéré. Non, je peux comprendre, mais moi ça m'a fait bizarre. Moi je voudrais qu'on parle du passage qui nous a tous les deux perturbés, qui était le moment où d'un coup ils sont tous devenus gays. Genre, en fait, je veux le dire tout de sont suite, pas. on n'est pas du tout homophobe, hein. C'est juste que là ils ont 12 ans, ils sont tous potes, et puis là ils ont 14 ans, ils sont tous en couple, mais genre entre filles et entre garçons. Comme il y a personne qui s'est mis un garçon, une fille, ou... C'est ça. Et là, quand j'ai eu cette réflexion-là, je suis allée voir Singleton, qui m'a dit... Mais c'est totalement interdit. Et c'est quelque chose qui est laissé un peu à l'imagination du téléspectateur. C'est dit explicitement dans le livre. Puis ça va même plus loin du genre que c'est pas juste interdit parce que c'est interdit. Les filles ont des examens de virginité à chaque début de semestre. Et s'ils découvrent que l'hymen est cassé, s'il n'y a pas de bonne raison, eh bien, bye bye. Et ça, dans l'anime, C'est pas... on le sait juste pas. Et c'est pour ça que nous... On le sait plus tard à rebours, mais c'est effectivement... j'étais pas encore rendu là quand Shaya m'en a parlé. Et puis quand je suis revenu, j'ai justement à des points où j'ai dit, mais ça aurait dû être explicité d'une meilleure façon. T'sais, on peut faire le lien que oui, c'est une société hypersexualisée, mais il manquait quelque chose à l'explication. Parce qu'en plus de ça, là-dedans, comme... Ok, bon, ils sont tous gays, très bien. Mais genre, Saki, là-dedans, elle a pas l'air du tout à l'aise avec cette relation-là. On voit, en fait, que Au contraire. c'est pas du tout ce qu'elle voulait, quoi. Oui et non. C'est un point d'ambiguïté dans la série que j'ai jamais réussi à comprendre d'ailleurs, à quel point la monogamie est attendue des personnes. Bah, tous les adultes qu'on nous présente sont monogames en couple. Ou seuls. Et en couple avec famille. Oui, certainement. Mais reste qu'à l'extérieur de ça, qu'est-ce qui se passe? Parce que Saki, c'est très clair que elle et Maria s'aimaient d'amour, mais Saki et Shun aussi s'aimaient. Pareil pour Satoru, et éventuellement aussi avec Saki. Alors j'en étais sûr pour Saki Shun. Saki et Maria me semble moins évident. Maria, dans son sens, oui. Mais Saki, moi... Oui, Maria, oui. Maria est complètement amoureuse de Saki. Mais Saki amoureuse de Maria, ça me sautait pas aux yeux. Mais ça, après, c'est peut-être moi qui suis passé à côté. Ouais, moi, j'ai trouvé que c'était une évidence. Mais peut-être qu'encore une fois, c'est parce que dans le livre, c'est un peu plus développé, peut-être.
Oui, c'est ça. Il y a il y a beaucoup de choses qui sont laissées, qui sont dites de façon très subtile, niveau storyboard, niveau de façon des réactions des personnages, mais reste que le design un peu limité et l'animation un peu limitée permettent pas nécessairement d'exprimer toutes les émotions au niveau du visage qu'il faudrait qu'il y ait. Moi, parmi tous les trucs que j'ai pas forcément très bien compris, c'est donc on voit bien la puissance des personnages est quelque chose de très important. Moi, c'est ce que les gens cherchent à développer, mais j'ai jamais véritablement compris pourquoi. Parce que de tout le long de l'histoire, on les voit jamais utiliser véritablement leur pouvoir dans leur communauté. C'est parce que l'apocalypse qui s'est passé, en fait, c'est parce que les gens sans pouvoir se sont révoltés contre ceux qui en avaient. Donc Et moi, l'inverse. c'est ça. Donc en fait, moi, j'interprète ça comme il faut que tout le monde soit sur plus ou moins un pied d'égalité au niveau pouvoir, parce que sinon ça va foutre la mort. Mais ils sont pas du tout sur un pied d'égalité. Quand Non. tu vois la puissance de Shun au travers du truc, qui d'ailleurs causera sa perte au final, il est un cran au-dessus largement de tout le monde. Et Shisei Kaburagi, celui qui arrive à contenir les explosions à la fin. Ah oui, c'est vrai, hein, lui, l'espèce de prêtre là. Oui. Mm. Mais en fait, c'est justement, faut que tout le monde ait un pouvoir. Ceux qui en ont pas sont éliminés. C'est d'ailleurs ce qui arrive presque à Saki durant le premier épisode. Il y a d'autres, on en voit des fois qui disparaissent. Qu'on revoit Oui, plus justement, jamais. Reiko, premier épisode, Ouais. justement parce que son pouvoir n'était pas assez fort. Et oui, ils utilisent leur pouvoir dans la vie de tous les jours. C'est mentionné un peu vers la fin quand ils deviennent des adultes, quand ils travaillent. Satoru est doué pour tout ce qui est optique, de réfraction de la lumière, et donc il devient chercheur et travaille sur des projets de microscope qui utilisent le pouvoir pour supplémenter la technologie rudimentaire qu'ils ont afin d'observer le petit. C'est pas tant avoir du pouvoir que bien le maîtriser. Parce que justement, comme l'exemple comme Shun et d'autres trucs, l'histoire avec le temple, l'histoire avec la barrière, pourquoi elle existe, c'est justement pour éviter que le pouvoir fuit et affecte tout le monde dans le village de façon adverse. Je vais rebondir un peu là-dessus. Donc on a compris que les enfants qui ne répondaient pas aux attentes dans quelque sens que ce soit étaient éliminés. Et c'est quand même une série, une histoire où sur 25 épisodes, on doit attendre l'épisode 16 pour qu'il y ait un personnage qui fasse la réflexion de se dire tuer des enfants, c'est peut-être pas génial. Oui, c'est probablement quelque chose que Saki pense, mais qu'elles n'osent jamais le dire. Mais en même temps, c'est leur quotidien, c'est la chose qui semble tout à fait logique. Ben, tout à fait logique. Ils savent qu'ils ne doivent pas poser ce genre de questions-là. Ah, c'est pas clair, hein, parce qu'ils sont quand même très en train de rechercher les Oui, c'est ça. informations, ils connaissent tout le... Ces 5-là Ouais, seulement. Globalement, c'est, je pense, Alors, je pense que c'est voulu dans l'anime, en général. Je pense que ça doit être voulu dans le bouquin aussi. Et ils jouent beaucoup là-dessus. C'est la phrase « c'est pas clair ». Ça joue beaucoup dessus. Et l'idée, c'est que au fur et à mesure qu'on va avancer, ça va s'éclaircir. J'imagine que c'est ça qui était attendu dans la manière de faire. Oui, c'est un peu un mystère à essayer de résoudre soi-même. Et éventuellement, on découvre l'horreur. Pour changer un petit peu, dire quand même, parce qu'on a regardé jusqu'au bout, donc c'est quand même que il n'y a pas que du mauvais à retenir. J'ai beaucoup plus apprécié l'ambiance de la dernière période. Celle où ils se vont à Tokyo, genre? Celle où ils vont à Tokyo. J'étais un petit peu perdu justement avec toute cette histoire de Tokyo où ils retrouvent d'un seul coup une arme disponible dans un truc caché au fond. Dans un réceptacle qui ressemble à un truc genre d'un manga d'anime Heroic Fantasy, alors que c'est censé être de notre période à nous maintenant, là. J'accepte le deal, pourquoi pas. En tout cas, l'ambiance était un petit peu au-dessus. Le côté complot, un peu l'explication finale sur ce qui se passe avec les rats monstres, les ambitions de chacun, d'où ils viennent, qui ils sont, pourquoi est-ce que c'est comme ça, à relever l'histoire. Quand on est dans l'or pur, je vois l'intérêt.
quand on suit les personnages, j'ai plus de mal. Je pense que c'est ça, globalement. Ça a été mon appréciation de mon deuxième visionnement aussi. Je me suis rendu compte que j'ai beaucoup plus apprécié la série pour le dilemme moral que ça venait poser. Moi, je suis quand même pas mal d'accord avec vous pour tout ça, mais genre, quand ils vont à Tokyo, ça m'a quand même un peu de trigger que genre, ils arrivent à Tokyo, c'est dévasté. Bon, je suis d'accord, il y a une apocalypse puis tout, mais genre, il n'y a plus un seul bâtiment debout. Il y a plus... On est 1000 ans plus tard. Oui, mais même 1000 ans plus Le tard, ciment dure à peine 1000 ans. on devrait quand même retrouver des métros, tu vois. Genre là, ils y vont, et c'est que des réseaux de grottes, il n'y a plus un seul truc humain. Et d'un coup, quand elle sort, là, il y a un bureau avec une chaise, des machins, des trucs. Elle trouve l'artefact là où il y a leur solution. Et elle sort et elle est directement dehors. Soyons précis, elle trouve le... Genre, je recherche le nom parce que j'avais trouvé ça, j'avais le nom du truc, le Psychobuster. Ah oui, c'est vrai. Je trouvais que le nom, quand même, pour le coup, était pas la meilleure trouvaille. On a l'impression d'avoir une arme d'Ultraman qui va être utilisée. Genre, ils voulaient éliminer une population entière avec ça. Il y a genre 3 milligrammes à tout casser dans l'espèce de truc. Puis là, elle sort du bureau. Ça pouvait éliminer une population. Mais là, ils auraient dû mourir Mais aussi. c'est une arme qui... Mais moi, c'était surtout le fait que genre, tu sais, tout est dévasté. Il n'y a pas de métro, il n'y a rien. Là, d'un coup, elle trouve un bureau et ce bureau se trouve sur le top de la dévastation. En fait, il y a une espèce de coin. Et là, elle sort direct du bureau dehors. Mais alors, pourquoi il n'y a plus de métro s'il y a un bureau en surface? Ben justement, moi, j'ai compris que le dernier tunnel qu'elle empruntait, c'était un métro. Ben, ça ressemblait plus ou moins. Mais ça devrait quand même... Ouais, mais là, plus tard... Oui, c'est ça, mais là, il reste quand même pas grand-chose. Et le bureau, il reste une chaise bas correcte, tu vois. Là-dessus, j'ai envie de dire, le truc a été dévasté dans tous les sens, ils avaient des pouvoirs psychiques, ça a fait tout et n'importe quoi pendant tout un moment. C'est peut-être pas 100% carré. Ouais, non, c'est très convenient qu'ils trouvent ça. Après tout ce qu'on a eu, en fait, c'est plus ça qui me bloquait, quoi. C'est plus là, j'ai pas... En fait, J'étais plus embêté par du truc d'avant. je sais pas si dans le livre c'est pareil. Donc là, tu vas pouvoir nous éclairer, Singleton. Mais comme j'ai trouvé la fin très 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 expédiée. La fin, tu parles l'épilogue? Ouais, genre, il trouve le... Non, pas l'épilogue, le avant. Genre, quand il trouve le truc... Ah oui, avec là, il trouve le la Psychobuster, solution oui, pour la fille. Le dude, il se suicide, entre guillemets, pour les sauver. Ça fonctionne, puis c'est fini. Et tout ça en genre 10 minutes. Alors je pense que c'est pas clair, il faut qu'on explique un peu ce qui se passe dans la troisième partie. Donc... Parce que oui. la fille, le dude... Donc, je m'excuse. Donc en fait, dans cette troisième partie, ils vont à Tokyo pour trouver quelque chose. En fait, qu'est-ce qui se passe avant? Ok. Il y a une raison pour laquelle ils vont à Tokyo. On va tout spoiler. Ok, je m'en vais vers le spoil, les amis. Donc si jamais vous n'étiez pas encore arrêté là, que vous comptiez le regarder, et que le spoil vous énerve, je ne sais pas ce que vous faites encore là. Mais arrêtez-vous. Donc, avant d'aller à Tokyo, il découvre qu'il y a une enfant. Une enfant qui est du côté des rats monstres, en fait. Et qui dévaste tous les humains avec son pouvoir psychique, sans avoir de retour de mort. Donc normalement, comme on vous l'expliquait au début, quand un humain tue un autre humain, il se passe un truc qui fait que lui-même meurt. Elle, qui est un enfant humain, débarque dans le village, elle tue tout le monde, et il se passe rien. Donc, après moult tergiversations, il décide de se rendre à Tokyo parce qu'il y aurait le Psychobuster. C'est ça? Le Psychobuster. Oui, c'est le nom. Qui serait une arme ultime qu'avait développée l'ancienne civilisation pour venir à bout des gens qui avaient des pouvoirs psychiques. Donc... Qui avait développé les gens qui n'avaient pas de pouvoir psychique pour pouvoir lutter contre les gens qui en avaient. Voilà. Donc, ils se rendent à Tokyo avec Kinomaru, qui est le chef de l'autre clan dont j'ai parlé au début dans la présentation des personnages. Qui est un rat monstre. Qui est resté fidèle aux êtres humains. Et qui est resté fidèle aux êtres humains. Donc... Parce que la raison pourquoi l'enfant attaque le village, c'est que les rats monstres ont décidé de lancer une rébellion contre les humains. Donc avec tout ça, nos trois amis qui sont Saki, Satoru et Kinomaru se rendent à Tokyo. Tokyo qui est dévasté. Eux, ils n'ont jamais vu d'image de Tokyo, rien du tout. Ils savent pas trop ce que c'est. Donc... Il n'y a pas celle d'arcade là. Non, là, c'est les Sega, c'est fini.
Donc là, ils se rendent à Tokyo, qui est un immense, vaste champ de sable et de roches. Et ils cherchent dans les souterrains, les grottes ou ce que vous voulez, le fameux Psycho Buster. Mais Pendant... juste une petite note, ils cherchent pas en vain, ils ont un truc pour les guider via GPS C'est ça, ou quelque chose de similaire. ouais, une espèce de petite bestiole mignonne. Je l'ai trouvée mignonne, personnellement. Et donc, pendant qu'ils cherchent ça, évidemment, il y a Porcinet, la fille qui c'est, comment on peut dire, qui est leur esclave, en fait, même si elle s'en rend pas compte, là. Donc la fille Oui. humaine, et quelques autres ratopes, en fait, qui sont à leur poursuite, pour les empêcher d'avoir le fameux Psycho Buster, parce qu'ils se sont rendus compte de leur plan. Donc là, s'en vient une espèce de courte poursuite un peu dans j'allais dire les catacombes, dans les souterrains de Tokyo. Là, ils trouvent le Psycho Buster. Entre-temps, il y en a un qui est mort. Ah oui, parce qu'en fait, ils étaient pas trois, ils étaient quatre. Il y avait un adulte avec eux. Cet adulte se sacrifie pour sauver Saki, parce que en fait, dans les souterrains, il y a plein de gros monstres dégueulasses qui se sont développés. À cause des mutations des gens qui ont des pouvoirs. C'est ça. Donc là, elle trouve le Psycho Buster, elle se retrouve à l'extérieur, elle rejoint Satoru. Là, il décide d'aller tuer la fille avec le fameux Psycho Buster. Ça marche pas, parce qu'il l'échappe par terre, c'est ça, hein? Alors c'est pas que ça marche pas, c'est que Saki veut pas que cette rumeur et décide de le détruire. C'est ça. Donc, parce que la portée d'utilisation est trop courte, et donc si quelqu'un avec des pouvoirs l'utilisait contre quelqu'un qui avait des pouvoirs, il risquerait d'être pris ensemble dans le souci. Et accessoirement, ça va leur faire apprendre que utiliser une arme n'est pas l'équivalent de tuer quelqu'un et ne trigger pas forcément le syndrome, le retour de Le mort. réflexe de j'ai oublié mort. le nom, le réflexe de mort. Donc là, après environ 30 microsecondes de réflexion, Saki se rend compte qu'en fait, la fille dans le clan d'en face, là, elle pense pas qu'elle est humaine, elle pense qu'elle est un ratope aussi. Parce qu'elle a été élevée par eux, elle a toujours vécu avec eux. Donc elle parle comme eux, en fait, elle parle même pas leur langue, elle parle la langue des rats monstres, là. Donc en fait, elle se dit, ah bah tiens, vu que le retour de mort marche sur les humains quand on tue des humains, ben elle, si elle tue un rat monstre, et ben ça doit faire pareil. Donc là, sacrifice Kinomaru. On décide. Qui a expliqué juste avant que lui, son objectif, s'il avait pu trouver le Psycho Buster à l'époque pour aller tuer les humains, il l'aurait fait. En fait, c'est pas des psychobusters qu'ils cherchaient, c'est des armes nucléaires. Les armes Mm. nucléaires, pardon. Donc bah là, le gars se sacrifie pour les humains, que comme vient d'expliquer Eggs, il voulait tuer quelques décennies avant. Et donc ça marche, la fille meurt, et fin d'histoire. En gros, c'est ça. C'est vrai que malheureusement, un des trucs qui m'a un petit peu embêté aussi, c'est que l'ouverture sur les perspectives d'avenir et la remise en question de leur société, qui me paraît être un peu la chose importante, tant au niveau des relations entre humains que les relations entre les humains et les rats monstres. Oh, attention, encore un spoil. Bon, qui arrive vraiment, là c'est genre la toute fin, où on apprend que oh, ben, les rats monstres, ben, finalement, c'est les gens avec des pouvoirs qui se sont amusés à faire muter les gens normaux avec des rats taupes pour en faire des rats monstres. Juste on fait ah bah non mais maintenant on est potes avec eux, alors on est potes avec eux, on a exterminé tous les rats monstres sauf la tribu de Kilomalu, mais on continue manifestement à faire des expériences sur les animaux, même si maintenant ils sont un peu plus mignons. Et ouais, pas une très grosse remise en question de les adultes qui ont fait ça, c'est peut-être pas cool, peut-être qu'il y a des trucs à faire, que juste dire oh, on va continuer, on va faire changer les choses. Je trouvais ça m'a laissé un peu un goût amer. Et c'est exactement ça qui se passe. Saki, après tout ce qu'il a vécu, décide quand même de perpétuer ce système-là. Et les petits monstres, les affaires que tu trouvais adorables, c'est les chats. Oui, aussi, mais t'as les chats et t'as des rats monstres encore. Ouais, les rats qu'on voit à la fin, non, c'est des véritables rats taupes.
ce que Saki nourrit à la fin. Ouais, mais est-ce que parce qu'ils sont encore marqués comme les autres, donc est-ce qu'ils sont Non, ce sont des d'être, véritables ratopes. des véritables Pour ratons? l'instant. Je ne sais pas pourquoi ils sont là, mais ils sont là, ça fait partie de ses tâches de s'en occuper. Ils étudient le comportement. Oui, parce qu'à la fin, le job de Saki, qui entre autres d'avoir été nommé chef du comité d'éthique, et donc techniquement chef du village, et travaille aussi sur toutes les mutations des animaux. Je sais plus c'est quoi l'intitulé exact de son poste, mais elle travaille. Le département, selon la traduction, le département des mutants ou le département des, des espèces xénospécies. Exo. Exo-espèces, ils disent dans... Bref, Exo-espèces, les manipulations génétiques sur les bébêtes. Oui, Donc, ouais, c'est un portrait très cynique de l'humanité. Là-dessus, je suis pas. En fait, je pense que tout le point de l'anime, c'est nous faire vivre exactement toutes les terreurs de l'humanité, c'est-à-dire la guerre, les ogres et les démons karmiques, pour essayer de nous faire croire que le système qui est en place dans Kamisu 66 est le meilleur. Je n'ose certainement pas défendre ce point de vue-là, mais j'ai l'impression que c'est ça que l'histoire que Saki essaie de nous raconter. Alors, je suis passé à côté, malheureusement, dans ce cas-là. Parce qu'elle choisit quand même de perpétuer le système. Donc après tout ça, est-ce que vous recommanderiez cet animé à quelqu'un? Bon, toi... En fait, avant... Oui. Avant, j'ai une question. C'est une question qu'on retrouve souvent sur Internet dès que cet anime-là est mentionné. Est-ce que Squealer a fait quelque chose de mal? Oui, bah ça c'est toujours la savoir. Et au final, ils sont premiers à avoir fait quelque chose. C'est les êtres humains qui, à travers leur guerre, ont complètement détruit de toute façon tout ce qui se passe. Et c'est pas, il y a rien de défendable. Mais est-ce que à partir du moment où la défense de ton peuple a pour objectif de tuer d'autres personnes, est-ce que prendre une vie est défendable? Est-ce que tenir en esclave des humains est défendable? Ouais, bah, est-ce que la création des ratopes qui sont des esclaves est défendable? Il y a rien qui est appréciable dans cet anime parce que tous les partis sont un tant soit peu mauvais de ce qu'ils veulent parce que on me dira les ratopes font jamais que se défendre, les rats monstres ne font jamais que se défendre. L'existence des ratopes est imputable aux humains. La manière dont se défend Squealer n'est pas défendable. Mais surtout qu'en fait, il prévoit ça sur quand même plusieurs années, là, parce qu'il a le malaise en lui depuis le tout premier qu'on le voit. Tu sais, dans les 5 premières minutes que tu le vois, t'es comme, lui, là, il est chelou. Puis c'est pas juste sa tête, là. C'est... ça... Bah, au début, il est chelou parce qu'il est obséquieux envers les êtres humains. Et puis le jour où il a la puissance de pouvoir se rebeller, il se rebelle. Et puis il devient chelou parce qu'il il est tyrannique. Au final, tu vois, c'est dans le fond, je te dirais que c'est le côté être humain qui ressort et pas le côté ratope. Parce que la première chose qu'il fait quand il a le pouvoir, c'est ce que tu te dis, ce que ferait un être humain mauvais, c'est il en abuse pour reprendre lui-même le pouvoir. Tu vois, au final, c'est dans ce cas-là. Dans ce cas-là, c'est juste de dire effectivement que la nature humaine, de toute façon, est pourrie de A à Z. Bah ça, l'actualité nous montre encore. Donc, je repose ma question maintenant. Après tout ça... Ah bah, moi que t'as envie de répondre là-dessus... Ah oui, pardon, j'ai même pas... Je suis une sauvage. Toi, tu nous as pas dit si tu penses qu'il a fait quelque chose de mal ou pas. J'abonde un peu dans le même sens que Eggs. Personne n'a raison. Il y a une phrase de Tomiko qui m'a marqué, c'est il y a quelque chose de bien pire que l'arme nucléaire, ce sont les humains. Autant les humains ont eu tort de muter les rotopes pour faire ce qu'ils sont, qu'autant les rotopes ont, en tout cas au moins le clan de Squealer a eu tort d'initier une guerre aussi sauvage que ça. J'ai un profond... vers la fin du livre, je déteste encore plus Saki, parce que selon moi, elle se dédouane absolument toutes les horreurs qu'elle continue d'affliger aux autres et aux rotopes. C'est parce qu'elle est très consciente du système qu'elle remet en marche et qu'elle continue de perpétrer toutes les horreurs qui l'ont elle-même rendue triste. J'avais quand même l'impression qu'il sous-entendait qu'elle voulait faire changer les choses, à travers entre autres la phrase en espérant que l'avenir sera meilleur pour l'enfant qu'elle attend. Spoiler, elle est enceinte.
Mais ouais, non, je suis quand même pas convaincu par la tournure qu'ils ont offert à ça. Donc, mes chers amis, recommanderiez-vous cet animé à quelqu'un maintenant que nous l'avons vu et que toi tu l'as revu? Je vais commencer le tour de parole. Oui, je le recommanderais, mais uniquement si la personne qui demande une recommandation aime les trucs un peu obscurs et où il faut se creuser le cervelle pour comprendre qu'est-ce qui se passe, ou qui aime les trucs dilemmes moraux et éthiques. Je serais probablement plus enclin à recommander le livre, par contre, après de l'avoir lu. Moi, c'est pas inintéressant, mais j'aurais quand même du mal à le recommander. Je pense qu'effectivement, en sachant qu'il y a un bouquin, je dirais peut-être de voir le bouquin. Ça me paraît plus intéressant que de subir les petits soucis qu'il y a dans la mise en scène globale de l'anime. Je suis quand même pas mal d'accord avec vous. Moi, c'est sûr que je le recommanderais pas à un néophyte là. Si quelqu'un me dit ah, j'ai jamais vu d'anime, recommande-moi un truc là, c'est clairement pas vers ça que j'irai. Mais mettons que quelqu'un qui aime un peu les trucs, comme on disait au début, c'est pas, c'est pas clair. C'est pas clair, mais ça s'éclaircit par la suite. Puis qui aime les dilemmes moraux un peu, j'irais probablement vers ça quand même. Pour moi, c'était quand même un. Peut-être un 5 ou 6 sur 10 là. Ce qui pour moi est quand même une très bonne note. Ah Difficile, oui, difficile. il y a des trucs qui sont nettement moins regardables que ça. Alors là, oui, non, il n'y a pas de Le truc souci. de la semaine prochaine. Question de point de vue, tu vas pas te faire que des amis, hein. Il faut tout regarder. Je le prendrai sur nous. Donc, maintenant que vous avez notre avis sur cet animé qui est Shinsekai Yori, nous pouvons passer à la section coup de cœur du podcast. Eggs, nous commençons par toi aujourd'hui. Donc moi de mon côté, ce sera la série de bouquins Legend of the Galactic Heroes Ginga Eiyu Densetsu de Yoshiki Tanaka, un auteur très connu au Japon, entre autres pour cette série-là, mais aussi plus tard pour c'est les Chroniques d'Arslan. Non, The Heroic Legend of Arslan. Donc on est dans de la SF relativement classique. Oui, si, classique. Space mais Opera. je pense. Pardon? Space Opera. Complètement space opéra, ce qui est un carton au Japon. C'est pas non plus ce qui a lancé tout le côté space op qu'on a pu voir dans les animes ou les mangas, mais ça fait partie des choses qui ont eu un impact majeur. Ça a été publié dans les années 80, la première partie. Non, attendez, je me trompe. Dans les années 80, voilà, années 81-87, qui est en fait un peu un mélange où on va reprendre
le côté guerrier de ce que peuvent être la légende des trois royaumes, par exemple le côté bagarre, combat d'armée gigantesque et de tactique. Le tout à la sauce Space Up, très 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 sympa, 10 bouquins, assez courts, disponibles seulement en anglais, j'ai pas vu de traduction française, mais c'est mon truc du moment, très sympa. Singleton. Pour moi, ce sera musical cette fois-ci. Je suis un grand fan de musique de Toho et de reprises, malgré le fait que je suis totalement nul à chier à ce jeu. Ça va être du groupe Shinra Bancho qui font d'excellents covers, mais en fait, c'est pas des covers que je veux parler, c'est plutôt de leur musique originale. Ils ont sorti leur deuxième album original en octobre, je crois, que je suis un petit peu en retard, mais c'est quelque chose qui est dans ma liste des albums les plus joués sur mon téléphone, que j'adore vraiment beaucoup. Deuxième album, Armageddon. Si vous aimez ce qui est J-pop avec un petit côté un peu jazzy ou un petit peu électro-swing, allez-y, ça vaut la peine. Pour moi, ça va être une chaîne YouTube finalement. J'avais dit la dernière fois que je parlerais d'un livre. J'ai changé d'avis. Je suis tombée récemment sur une chaîne qui s'appelle le NEET, donc L-E-N-I-E-E-T. Et c'est un gars qui est au lycée, qui fait des petites reviews aussi d'animés. Donc lui, c'est plutôt des vidéos de 5 minutes là. Mais j'adore en fait la dynamique qu'il a dans ses vidéos. C'est super clair, précis, ça va droit au but, il donne son avis, pout, c'est plié. Puis je suis vraiment impressionnée en fait de voir que c'est un gars qui est au lycée quoi. Genre il a plus de présence que moi, qui est genre Il y en a qui attendent pas. 10 ans de plus. Puis franchement ses vidéos sont claires, sont fluides, c'est vraiment top qualité là. Donc si vous avez des fois un petit 5 minutes là pour une pause ou quoi, ben regardez une de ces vidéos là, ça vaut la peine. Donc sur YouTube, c'est ça ? Sur YouTube. Ok. N-I-I-T. N-E-E-T. C'est le NEET, donc L-E-N-E-E-T. Juste un reproche, si le mec est au lycée, c'est pas un NEET. Ah oui, Ça veut dire not an employment, education or training. Bah pas encore alors, un futur. Mais en tout cas, il est bien parti parce que sincèrement c'est une très bonne chaîne. Il est bien parti pour être NEET. Non, pas pour être un NEET. On va dire comme ça. Non. Pour être un bon youtubeur. Eh ben on lui souhaite. Avec tout ça, on a fini pour aujourd'hui. Exactement. C'est l'heure de faire la grande révélation du prochain animé. Et oui. Et comme on était dans la joie de vivre et que j'avais très envie de faire plaisir à Shea, on est parti pour se regarder Devilman Crybaby la prochaine fois. Fais du bonheur. Qui a au moins l'avantage, si tu n'aimes pas, d'être assez court. Ah, parce qu'on l'a pas dit, peut-être. Si on l'a dit que c'était 25 épisodes, Shinsekai LOL. Si, je l'ai dit. Ouais, donc si vous aimez pas, c'est long. Bonne continuation à vous et à la prochaine fois. À la prochaine. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, mettez-nous 3 étoiles sur Apple Podcast. Merci beaucoup. C'est pas 5 ? Ah merde. Je réussis. Mettez 5. Mettez 5 s'il vous plaît.